Vous et vos amis décidez de faire une randonnée en montagne. Pas de bol, vous vous faites mal et décidez de rebrousser chemin en laissant vos amis continuer. Bonne chance, ça sera la dernière fois que vous les reverrez. 28 jours plus tard, on découvre une scène d'horreur. Une tente lacérée de l'intérieur. Leurs vêtements et leurs rations sont encore là, comme s'ils avaient fui. On retrouve leurs corps nus, dispersés sur plus d'1 kilomètre. Certains ont les yeux, la langue, le visage arraché, des organes internes embouillis, sans aucune blessure apparente. Pire, leur corps était radioactif. Certains locaux raconteront que ce soir-là, la montagne s'illumina d'une boule de lumière jaune et les enquêteurs conclurent que leur mort avait été causée par une force naturelle inconnue. Cette histoire, c'est celle de l'affaire du col de Dyatlov. Vous l'avez sûrement déjà entendu sur YouTube, avec pas mal de théories loufoques. Des militaires testant une arme expérimentale, un Yeti ou des extraterrestres. Encore aujourd'hui, même s'il existe une version raisonnable des faits, on ne sait toujours pas complètement ce qui s'est passé. Ça vous a fait froid dans le dos ? Alors, laissez-moi vous raconter 3 autres histoires vraies et terrifiantes qui se sont passées en montagne. Tueriez-vous votre ami pour survivre ? Simon et Joe sont depuis l'enfance 2 amis passionnés d'alpinisme. Ils décident de gravir ensemble Silio Grande, l'une des montagnes les plus dangereuses et difficiles au monde avec ses 6344 mètres. La partie difficile, c'est ça, un mur de 1300 mètres. Imaginez-vous être une si petite chose face à un labyrinthe vertical, en priant qu'à chaque coup de piolet, la glace tienne. Et c'est pas toujours gagné. Il leur faudra 2 jours. À bivouaquer la nuit, à ras de falaise, dans les vents violents, à moins 40 degrés ressentis. À se prendre des morceaux de glace en pleine tête qui leur feront même perdre des dents. Mais ils y arrivent enfin, le sommet du Silio Grande par la voie ouest, une première. Sur leur selfie, on voit à quel point ils sont heureux, mais surtout à quel point c'était difficile. Le problème avec la montagne, c'est que le sommet n'est pas la destination. C'est la moitié du chemin. Car maintenant, il faut descendre. Or, la tempête gronde. Ils savent que passer une nuit de plus là-haut réduit leurs chances de survie. Le retour est très lent, à peine 150 mètres en 1 heure. Ils paniquent, font des erreurs, et c'est le drame. Joe Simpson tombe. En se relevant, à sa joie d'être encore en vie, suit l'horreur de voir sa jambe prendre une position qu'elle ne devrait pas. Son tibia s'est déboîté, ce qui a disloqué son genou et déchiré ses ligaments. Tout est en morceaux. La blessure est très grave, la douleur atroce. Joe le sait. « Je suis mort !» dit-il en pleurant de désespoir. Imaginez-vous être à sa place. Voir votre ami encore valide, vous regarder d'un mélange d'effroi et de haine. Comme si vous étiez un animal blessé qu'il faut achever et à qui on en voudrait de donner une telle responsabilité. Malgré tout, c'est son ami, il ne lâche rien. Simon piétine la neige pour que Joe puisse y ramper. Il descend de 50 mètres, mais le pauvre Joe, bientôt ne sent plus ses mains. Il enlève ses moufles pour découvrir qu'elles sont blanches et rigides. Elles ont été gelées à force d'avoir les mains dans la neige. Pourtant, la pente se raidit encore et sans aucun appui, Joe glisse. Il plante ses piolets dans la neige de toutes ses forces, mais rien à faire. Il chute dans le vide. Miracle. Simon était là, encordé à lui. Il s'accroche de toutes ses forces pour ne pas tomber à son tour. Les 2 sont maintenant coincés, impossible de descendre, impossible de remonter, impossible de communiquer. La nuit tombe, le vent souffle, d'ici 1 heure, les 2 sont morts. Il se passe de longues minutes avant que Simon se résolve à l'horreur. Il sort son couteau et, sans un mot, coupe la corde de son ami. Il s'effondre au sol, son ami Joe Simpson est mort. Détruit, il creuse un abri dans la neige pour y passer la nuit et a pu repartir le lendemain, rejoindre ses compagnons en bas de la montagne. Ils décident ensemble de lui faire une cérémonie d'adieu, allant jusqu'à brûler ses affaires. Mais ce matin-là, au fond de la crevasse, gisait un corps qui ouvrit les yeux. Joe Simpson n'est pas mort. Il a pourtant fait une chute de 50 mètres, l'équivalent d'un HLM de 15 étages. Il souffre de plusieurs hémorragies internes, mais heureusement pour lui, un épais lit de neige molle a amorti le choc. Mieux, la crevasse où il est tombé lui a même offert une protection contre le vent et le froid pendant la nuit. Joe hurle, mais aucune réponse. Il sait qu'il est seul, dans une montagne meurtrière, pris entre 2 blocs de glace avec une jambe embouillie. Il lui faudra 3 jours d'un effort inhumain, à ramper de crevasse en sérates pour arriver exténué au camp de base 10 km plus bas.
Son ami Simon est alors dans sa tente. Il y pense, demain il pliera le camp et quittera cet endroit maudit. Mais à 1h du matin, un cri déchire la nuit. Est-ce que c'est le fantôme de Joe qui vient se venger ? Imaginez l'horreur de voir ce corps décharné par le froid ramper vers vous. Il aura perdu 20 kilos, pas bu, pas mangé, pas dormi 3 jours de suite. Alors les retrouvailles sont de courte durée. Une fois au chaud, Joe s'endort. À l'hôpital, on lui avait promis que sa jambe ne remarcherait plus. Eh bien, sachez que quelques années après, il a pu reprendre l'alpinisme. Simon, qui a coupé la corde, est encore aujourd'hui hanté de remords. Mais Joe est resté son ami, affirmant non seulement qu'il lui avait sauvé la vie, mais qu'à sa place, il aurait fait la même chose. Mieux, il aurait peut-être fini par couper la corde lui-même. Il y a cette histoire célèbre du Bailey sur la montagne K2, la plus dangereuse au monde. Un membre s'est blessé et on tente de le descendre en civière, mais c'est trop compliqué. Sous le poids, le groupe entier est emporté, un simple piolet les retiendra tous. De nouveau en sécurité, la personne dans la civière dut s'y résoudre. À cause de lui, tous ses amis allaient mourir. Alors, pendant qu'ils avaient le dos tourné, en train de préparer le camp, il dénouera lui-même les cordes qu'il retenait. Quand ses amis sont venus prendre de ses nouvelles, il ne restait de lui qu'une longue traînée blanche vers le vide infini. En haute montagne, quand la mort te tourne autour, personne n'a le devoir de t'aider. L'Everest en est le symbole le plus morbide. Plus de 200 corps abandonnés jalonnent la montée. Certains deviennent des lieux de repère, comme les Bottes Vertes, la Belle Endormie ou l'Allemande. Chaque corps a son petit nom, l'histoire d'une tragédie. Tu es fatigué, tu veux te reposer, mais jamais tu ne vas te relever. Le trappeur fou de la rivière Ora. On est en 1931 dans une petite ville tranquille au fin fond du Canada. Il n'y a pas beaucoup de monde qui y vit, alors quand un étranger patibulaire et mystérieux débarque ce jour-là, ça ne passe pas inaperçu. Un gendarme l'arrête, le questionne, pas bavard, il n'apprendra de lui que son nom, Albert Johnson. Les jours passent et les locaux apprennent qu'il s'est construit une petite cabane près de la rivière Ora, à plus de 100 km du village, en pleine brousse. Comment allait-il faire pour manger, en plein hiver, à moins 40 degrés la nuit, sans même avoir une licence de trappeur ? Les locaux s'en agacent, surtout que leur piège de chasse commence à disparaître. Les gendarmes décident donc d'aller rendre visite à Johnson, 100 km à pied dans la neige. Arrivés à la cabane, ils ont beau frapper, personne ne répond. Ils le voient pourtant, Johnson, à travers un hublot, mais il leur ferme la fenêtre au nez. Sans mandat, les gendarmes ne peuvent rien faire. Ils reviennent donc 5 jours plus tard, ça retoque, ça ouvre pas, alors ils essayent de défoncer la porte. Grave erreur. Johnson, sans un mot, tire à travers. Un gendarme est grièvement blessé, ils sont obligés de fuir sous une pluie de balles. Cet homme est maintenant hors la loi. En quelques jours, les gendarmes montent une véritable petite armée avec 42 chiens et 10 kilos de dynamite. Malgré le vent et le froid polaire, ils sont chauds bouillants pour lui faire la peau. Et Johnson les attend. Il a transformé sa cabane en véritable fort piégé. Des dizaines de fentes lui permettent de tirer de tous les côtés. Le bruit des chiens l'alerte, Johnson ouvre le feu. Commence alors la bataille d'un seul homme contre toute la gendarmerie du coin. Aucune chance, me direz-vous ? La fusillade va durer plus de 15 heures. La cabane avait beau être du gruyère, l'homme semblait intuable. De nombreux gendarmes sont touchés, il fait nuit, un blizzard se lève et l'hypothermie commence à ravager les rangs. La gendarmerie décide d'en finir rapidement et balance toute la dynamite. La cabane explose et on découvre le subterfuge. Johnson avait creusé un trou dans sa cabane, lui permettant d'être à couvert. Petit, futé. La fumée se dissipe, calme plat. 2 gendarmes s'approchent avec leur lampe torche. Ils s'attendent à voir un cadavre. Grossière erreur. Johnson les attendait au fond du trou. Un coup fait mouche, il peut s'enfuir. La gendarmerie a perdu et les survivants se retirent avec les blessés. Tombe alors sur la région un violent blizzard, le genre auquel personne ne peut survivre, et pourtant, Johnson rôde toujours. On emploie donc les meilleurs trappeurs locaux pour le traquer. Il devait couvrir 260 km d'une forêt dense et piégée. 2 pisteurs pouvaient suivre des traces différentes et finir par se rejoindre. Johnson contrôlait tout comme s'il était sur son terrain de jeu. Même avec un sac très lourd, plein de munitions, il semblait 2 fois plus rapide que tout le monde, pouvait grimper des falaises et ramper à travers les crevasses. Il marchait sur les pas des caribous pour brouiller les pistes et il faisait ses feux de camp sous la neige pour étouffer la fumée. On a calculé la dépense énergétique nécessaire pour faire tout ça, c'est plus de 10 000 calories par jour, dans un territoire pourtant pauvre en ressources.
c'est juste surhumain en fait. Le pire, c'est qu'il ne prononcera jamais un mot. La seule chose qu'on entendra de lui, c'est son rire démoniaque résonnant à travers la forêt. Ça devient une affaire nationale, les médias s'en mêlent, l'armée aussi. Commence ce qui est encore aujourd'hui la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du Canada. Même l'aviation est utilisée alors qu'on est en 1931. Les frontières vers l'Alaska américaine sont même bloquées pour éviter toute fuite à l'étranger. Et ça, Johnson l'a prévu. Au lieu de se diriger directement à la frontière, il va faire un détour en escaladant plus de 2000 mètres de montagne. Il a fallu plus d'1 mois pour le retrouver et l'encercler. Face à 12 hommes, il tuera 2 gendarmes, dont celui qui le premier l'avait interrogé à son entrée au village. Mais une balle fait mouche. Dans l'épaule de Johnson, une deuxième touchera ses munitions qui exploseront en lui arrachant la jambe. Malgré tout ça, il continuera de lutter dans un déluge de feu. Plus de 17 balles transperceront son corps et il est resté debout à se battre. La balle fatale touchera son pelvis, il s'écroule, c'est la fin. La question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi tout ça ? Pourquoi s'installer au fin fond de la forêt en territoire polaire ? Et comment a-t-il fait pour survivre aussi longtemps avec des techniques de survie aussi avancées ? On ne retrouvera sur lui que 2400 $, des dents en or, des laxatifs et une petite armurerie. L'hypothèse à l'époque était qu'il s'agissait d'un ancien soldat de la Première Guerre mondiale recherché pour un crime. Mais ce n'est qu'une théorie. Encore aujourd'hui, Albert Johnson reste un vrai mystère. Aucune trace de lui dans les registres. En 2007, il a été déterré pour une analyse ADN et on n'a rien trouvé sinon des origines suédoises au beau milieu de l'Amérique. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête ce mois de 1931 ? Ça restera à jamais un mystère. Le sinistre destin de la famille Donner. En 1846, l'Amérique est une terre promise. Des centaines de familles immigrent dans l'espoir d'y faire fortune ou d'y installer une nouvelle colonie. C'est le cas du groupe Donner-Reed Party, 29 hommes, 15 femmes et 46 enfants. Tous venant de familles et d'horizons différents, anglais, allemands, mexicains, avocats, mineurs, mères de famille, ils marchent tous en direction du Grand Ouest américain. Le souci, c'est qu'on est déjà en octobre. La température chute, le vent souffle, l'hiver arrive. Le groupe commence un peu à paniquer et décide de prendre un raccourci, qui leur oblige à traverser une montagne. Les connaisseurs de la région leur jurent que c'est une très mauvaise idée, mais la troupe n'en a cure. Dans la tension générale, James Reed poignarde un homme à mort, soi-disant légitime défense. Le groupe décide de le bannir, y laissant sa femme et sa fille, qu'il espère retrouver une fois la colonie installée. Se douterait-il que cette décision lui sauverait la vie ? Car une terrible tempête recouvre bientôt la région de presque 7 mètres de neige. Pris au piège, le groupe construit des abris de fortune. Regardez à quelle hauteur ces arbres ont été coupés. Tout ce qu'il y a en dessous, c'était de la neige. En quelques mois, ils se retrouvent à court de rations. Ils mangent les chevaux, puis les chiens, puis font bouillir le cuir des tentes, des selles et tout objet inutile dans l'espoir d'avoir un peu de calories. Étonnamment, dans cette crise, un homme semble bien s'en sortir. Lewis Kessenberg. Il s'est monté un petit camp à l'écart du groupe où il s'occupe d'enfants. Donc peut-être qu'il a un très bon métabolisme, mais pour les autres, leur état est critique. 17 volontaires courageux décident donc de partir en tête, traverser la montagne et aller chercher de l'aide. Ce groupe fut nommé Fallen Hopes, l'espoir désespéré, et qu'est-ce qu'il portait bien son nom. La marche semble impossible, plus personne n'a de force. Alors le chef du groupe finit par proposer qu'un membre se porte volontaire pour nourrir les autres. On n'a pas les détails de ce qui s'est passé, mais c'est lui-même qui finit par se faire découper et dévorer. Ça n'est malheureusement pas suffisant pour terminer l'expédition de secours, alors d'autres devront être sacrifiés, avec ou contre leur gré. On commencera par les 2 immigrants mexicains du groupe, Luis et Salvador, mais un membre a voulu jouer les héros et les a prévenus de ce qui les attendait. Ils arrivent à s'enfuir, mais ça ne servira à rien, puisqu'on les retrouvera quelques jours après, à moitié morts de froid. Allez, passe-moi le fusil, ça fera un bon repas. Il aura fallu 33 jours pour traverser les montagnes et rejoindre la civilisation. Sur les 17 parties, seuls 6 arriveront à destination. Mais c'est pas fini. Le reste du village est encore coincé là-bas, derrière la montagne. Vous vous souvenez de James Reed, le gars exclu du groupe ? Lui est arrivé depuis longtemps au village, alors quand il entend que sa femme et sa fille sont encore dans la montagne, il décide de monter une expédition de sauvetage. Arrivé sur place, c'est une véritable vision d'horreur.
Un silence de mort, des cabanes vides et quelques survivants très affaiblis. Il n'était plus que 40 sur les 87 du départ. Il était temps d'aller vérifier le petit campement à l'écart de Lewis-Kessenberg, voir si les enfants étaient sains et saufs. Ils ne l'étaient pas. On découvre des crânes fendus en deux, vidés de leur cerveau, une casserole remplie de viande humaine cuite. Un peu plus loin, Lewis est retrouvé tranquillement en train de se griller un plat de foie et de poumons humains. Pire, il avait encore ses rations de viande animale intactes. Avait-il pris goût à la viande humaine dès le début ? Les survivants racontent que la nuit tombée, l'homme kidnappait les enfants du groupe et le lendemain, il les retrouvait pendus à la cabine de Lewis comme un gibier attendant d'être cuisiné. En pleine forme, contrairement aux autres, il a pu faire du camp son garde-manger. De retour à la civilisation, il sera jugé, mais acquitté faute de preuves. Tout ça n'étant possiblement que des ragots. Oui, il a mangé des humains, mais comme tout le monde en fait. À vrai dire, le seul de l'histoire des États-Unis qui se fera condamner pour avoir mangé de l'humain en situation de survie, c'est Alfred Packers. La raison, c'est qu'il a avoué y avoir pris goût. C'est la viande la plus sucrée auquel j'ai goûté, un délice dont je rêve la nuit. Le fait d'être devenu végétarien en prison ne le sauvera pas d'une peine à perpétuité. Cette histoire vous rappelle sûrement celle de cet avion qui s'est crashé dans les Andes et qui a obligé les survivants à se nourrir des cadavres pendant plus de 2 mois avant qu'on vienne les secourir. L'histoire a déjà été traitée par beaucoup de youtubeurs dont Squeezie, vous la connaissez. Je dois vous avouer que pour cette vidéo, j'ai regardé beaucoup de récits de survie en montagne. Elisabeth Revol sur le Ranga Parbat ou Beck Weather qui a dû dormir au sommet de l'Everest dans la neige. Ils connaissaient la montagne et pourtant tous ont dû y laisser des amis, un compagnon. Qu'importe votre niveau, personne ne peut dire qu'il rentrera vivant d'une montée car c'est à la montagne d'en décider.